BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. La location solidaire et notamment la loi COS qui permet aux propriétaires de bénéficier d'avantages fiscaux en échange d'un loyer modéré. On va en parler avec Christophe Duprat, associé chez Clower. Bonjour. Bonjour. Un peu de pédagogie d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par location solidaire ? Alors, location solidaire, on s'adresse finalement à ces populations intermédiaires, celles qui se situent entre le logement social, 4,7 millions de logements sociaux en France, et le logement privé, 7 millions de logements sociaux en France. Est-ce que c'est une catégorie où on manque de logements ? On en manque globalement en France, mais est-ce que dans cette catégorie précise, on manque particulièrement de logements ? Alors, je ne dirais pas qu'on manque de logements, je dirais simplement qu'il y a un désalignement entre les intérêts des propriétaires, qui sont des investisseurs immobiliers, et les intérêts des locataires. On a une loi du marché qui impose ce qu'on appelle le taux d'effort de 33%. Il faut gagner 3 fois son loyer pour pouvoir prendre en location un appartement. Sur cette proportion-là, sur cette population-là, on a une difficulté pour avoir ces 33% de loyer. Alors, est-ce que c'est forcément rentable pour un investisseur ? Comment est-ce qu'on peut baisser le loyer d'un logement sans forcément dégrader la rentabilité ? Alors effectivement, c'est très contre-intuitif de dire qu'on va baisser son loyer et pourtant préserver sa rentabilité. Pour ça, il faut effectivement être assez fin. Ça ne marche pas partout. On va prendre plusieurs exemples. Par exemple, tout à l'heure, on va voir que dans certaines villes avec des taux de tension locative très élevés, ça marche moins bien que dans des villes plutôt intermédiaires qui ont des tensions locatives, on va dire, modérées et dans lesquelles ces dispositifs fonctionnent très bien en termes de rentabilité. Avant de regarder justement ces deux exemples, on va parler de la loi COS instaurée en 2017. Elle permet aux propriétaires de bénéficier d'avantages fiscaux en échange de loyers abordables. Quelles sont les grandes lignes ? Je crois qu'il y a des conditions. Effectivement, il y a des conditions. Alors la loi COS, son intérêt par rapport à une loi Pinel, par exemple, c'est aussi de s'adresser au stock de logements et pas uniquement au flux, à la construction de logements neufs. Donc le COS marche aussi dans l'ancien. Le COS s'adresse à des locations vides et non pas à des locations meublées. Il y a d'autres dispositifs pour ça, on pourra y revenir. Donc sur cette partie vide, ça consiste à respecter des plafonds de loyer, ville par ville, zone par zone précisément, et donc de pouvoir bénéficier d'abattements fiscaux très significatifs et de déclencher des aides qui accompagnent en plus ces abattements fiscaux. Mais est-ce qu'il y a néanmoins des précautions à prendre par rapport à ces dispositifs ? On l'a vu puisque vous parliez d'autres dispositifs, Pinel, Dorobien, qui ont créé parfois des déséquilibres. On a construit beaucoup de logements dans des zones où on n'avait pas forcément besoin de logements. Pour les propriétaires, ils ont parfois acheté des biens beaucoup trop chers parce qu'ils étaient surtout attirés par l'avantage fiscal. Quelles sont les précautions avant de s'engager dans un dispositif COS ? Alors j'en citerai deux, des précautions. Comme partout, la situation, l'endroit dans lequel on localise le logement est bien sûr la clé fondamentale. Et donc ne pas faire d'erreur, comme on a pu beaucoup le voir effectivement avec des Pinel, avec des Robiens par exemple, qui étaient en périphérie de ville, qui sont des zones aujourd'hui où c'est plus difficile de louer. Le deuxième élément, finalement, ce sont les mêmes que pour une location classique, normale, c'est-à-dire faire en sorte que son locataire soit solvable, prendre les garanties qui entourent cette location. Ces garanties, maintenant, on a beaucoup d'innovations dans ce secteur-là. Je vais en citer une en particulier, c'est ce qu'on appelle la garantie loyer impayé inversée. Une garantie loyer impayé inversée, c'est pour un locataire qui ne peut pas rentrer dans les cases d'un assureur traditionnel, qui va pouvoir lui-même payer cette garantie pour le locataire. Certaines sont même gratuites, c'est Visal et c'est l'État qui fait ceci. Pour une population vraiment extrêmement ciblée en ce qui concerne Visal. Pour une population très ciblée, exactement. Est-ce qu'il y a un risque d'impayé plus important quand on fait du logement forcément plus social ? Alors on pourrait le croire, aujourd'hui les volumes sont là, dans le logement, on va dire, intermédiaire, dans le logement abordable. Lorsqu'on s'engage, lorsqu'on est accompagné convenablement et qu'on est bien sûr sérieux dans la sélection de ses locataires, il n'y a pas plus d'impayés qu'ailleurs. Alors on va parler de deux exemples. Ouais. Un à Rouen, zone B1, loyer COS plafonné 10,51 € du marché. Loyer de marché, il est à combien ? Il a une douzaine d'euros à peu près. Donc ça veut dire que pour 15% de réduction de son loyer, on génère un abattement fiscal de 30%. Ça veut dire, selon sa fiscalité bien sûr, qu'on peut générer un surcroît de rentabilité. Et ceci donne en plus accès à ce qu'on appelle du déficit foncier bonifié. Ça veut dire qu'on peut en profiter pour rénover énergétiquement son logement et passer d'un déficit bonifié de 10 à près de 15 000 €. C'est intéressant pour l'investisseur ? Alors c'est intéressant parce que justement... Pour vous, vous dites l'intérêt il est fort. L'intérêt il est fort parce que ça veut dire que vous adressez
une cible de marché qui est très demandeuse de ce type de logement, et en faisant un micro-effort, vous avez un effet, un levier, qui est finalement proposé par les services fiscaux, par cette loi COS, par ce système loué abordable. On va prendre un autre exemple à Paris, capitale, zone A bis, loyer COS plafonné 17,55 € et loyer de marché, alors évidemment, beaucoup plus haut. C'est ça, on est environ à 33 € sur Paris en moyenne. Donc ça veut dire qu'on doit quasiment diviser par 2 son loyer par rapport au prix du marché. Donc là, effectivement, on va avoir un énorme impact sur la rentabilité et on va pour autant générer là aussi une déduction fiscale de 30% seulement. Donc l'intérêt, bien sûr, est plus modéré. L'intérêt est modéré. Du coup, comment on fait pour convaincre les investisseurs de baisser les loyers dans ces zones où il y a un écart très important entre le loyer du marché et le loyer COS? Alors effectivement, dans ces zones-là, un programme COS n'est pas spécialement super intéressant. Il faut aller chercher cette fois les interstices de fiscalité. Est-ce que par rapport à une situation donnée, ce qui est intéressant pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre? Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de trouver dans la situation particulière à un investisseur immobilier quel va être pour lui, selon sa fiscalité et selon ses objectifs, bien sûr, quel va être le schéma le plus intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui risquent de freiner les investisseurs avant de s'engager dans un loyer modéré? Il y a tout le programme de rénovation, on sait que les critères ont changé. Certains logements risquent d'être dégradés dans leur notation environnementale, ce qui veut dire qu'il va falloir investir pour les mettre à niveau si on veut continuer de les louer. Et ces investissements-là, évidemment, quand on loue à tarif modéré, c'est plus difficile de les rentabiliser. Alors oui, mais c'est là qu'il y a un impact. Moi, je trouve que c'est hyper pertinent de plutôt acheter, acquérir, investir dans un logement ancien à rénover, plutôt que d'acheter directement un logement neuf. Là, vous avez un impact que vous pouvez mesurer. Mon logement acheté qui était en catégorie F passe maintenant en catégorie C. Voilà, j'ai économisé des émissions de CO2 et je trouve que c'est extrêmement vertueux. Ça veut dire que l'éclairage de cet aspect-là auprès de l'investisseur est très positif. Votre regard sur tous ces dispositifs, il nous reste encore 2-3 minutes pour en parler, mais en préparant cette interview, je me suis plongé dans le dispositif COS et je me suis dit encore un dispositif qui forcément aura, on vient d'en parler, des effets secondaires sur le marché et qui vont créer des déséquilibres. Est-ce qu'il ne faut pas être quand même extrêmement prudent? On connaît tous, vous aussi je pense, des personnes qui se sont lancées dans des rebiens ou d'autres et qui finalement n'ont pas eu forcément ce qu'ils cherchaient en termes de rentabilité. C'est vrai. Alors la rentabilité, c'est une chose. Juste avant de parler de cette rentabilité, on va aussi parler de l'engagement. COS, Pinel, c'est conventionné. Donc c'est 6 ans minimum, on ne peut pas en sortir. Il y a des plafonds de revenus qu'il faut respecter. Les plafonds de revenus sur du Pinel, ils ne sont pas vraiment sociaux. Ils respectent très bien la loi du tiers du salaire pour le loyer. Donc effectivement, il faut être très prudent. COS n'est pas nouveau. COS, c'est 2017. Et donc, il n'y a pas pourtant un volume énorme sur ceci. Donc moi, c'est pour ça que je voulais parler avec vous de ce programme, parce que je trouve qu'il manque de visibilité et qu'il est très vertueux. Il est vertueux à la fois pour les propriétaires qui souhaitent, dans des villes plutôt intermédiaires, revaloriser leur loyer à la baisse et pourtant préserver, voire améliorer leur rentabilité. Et il est aussi super intéressant pour justement engager cette rénovation énergétique. Et cet engagement de rénovation énergétique, c'est là que nous, on mesure le plus d'impact. Donner du sens à son investissement, néanmoins, quand on est propriétaire, quand on investit, on regarde avant tout à la rentabilité. Oui, mais les choses changent. Les choses changent et cette rentabilité, elle ne doit plus maintenant être au détriment de l'impact, au détriment du sens, justement. On reste dans un pays de propriétaires. 60% de propriétaires, 40% de locataires. Donc dans ces 40% de locataires, les gens vivent, élèvent leurs enfants, ils travaillent aussi maintenant de plus en plus. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour les propriétaires, être certain que d'avoir un impact positif sur leur tissu local est fondamental. Les conditions d'accès au crédit sont en train de se durcir. Les contraintes, les recommandations deviennent contraignantes pour les banques. Est-ce que ça aura un impact sur le marché locatif? On se dit qu'a priori, on a de moins en moins de propriétaires, puisqu'ils ne pourront pas emprunter, surtout ceux qui sont financièrement dans la tranche la plus basse. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour le marché locatif, et notamment pour le marché locatif solidaire? Alors le marché locatif a encore vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Effectivement, les conditions de resserre, mais il y a toujours un lag d'environ 4 mois entre ce qu'on voit sur les taux d'intérêt et sur les politiques de resserrage de boulons, on va dire, des différentes banques, et ce qu'on observe sur la tension du marché. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui reste sur un trend très positif, très bullish. Sur la partie solidaire, là maintenant, c'est tout un chacun. Jusqu'il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas. Ça commence à être visible, ça commence à créer une certaine émulation. Nous, on le voit très clairement. Aujourd'hui,
Enfin, il y a quelques mois, personne ne nous posait la question. Aujourd'hui, c'est un thème que les gens souhaitent éclairer. Est-ce que je suis éligible à pouvoir faire du logement solidaire, du logement intermédiaire pour justement ces populations, en toute sécurité et en préservant au maximum mon rendement? Merci beaucoup Christophe Duprat, associé chez Clover. Merci d'être venu en plateau. Dans un instant, le coup d'envoi des cotations sur les marchés américains. On sera en direct de Wall Street avec Sabrina Quagliozzi, notre correspondante. La Bourse de Paris débute la semaine sur une note particulièrement prudente. On perd 0,15% à l'instant sur le CAC, 6723 points, volume d'échange assez limité et semaine qui sera notamment marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne. On parlera évidemment d'inflation et de politique monétaire. Ce sera d'ailleurs le thème qu'on abordera tout à l'heure avec nos invités du club à partir de 17h. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Sabrina. Tout de suite.